Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de l'Islam en vrai. Donc vous connaissez tous très bien le concept de cette émission. Donc on reprend des sujets d'actualité dans lesquels on va débattre avec nos chers invités. D'ailleurs aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir notre cher frère Saïd Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, monsieur Abdou? Très bien, très bien. Et on a en duplex donc docteur Talha Saeb. Est-ce que vous m'entendez, docteur Talha? Oui, très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui vous savez très bien qu'aujourd'hui on va arriver donc on pourrait dire même que c'est le dernier jour de Ramadan pour nous, puisque ça a été annoncé aussi par la mosquée de Paris, par le CFCM, que l'Aïd se fera demain. Et alhamdoulilah, pour une fois n'est pas coutume, oui. mais ça va carrément, ça s'aligne exactement avec ce que nous on prévoyait de faire. Mais à noter que nous on l'avait déjà annoncé depuis le début du Ramadan, que l'Aïd se ferait le lundi 2 mai. Et là, on voit que la mosquée s'est alignée. D'ailleurs, j'aimerais que l'on puisse afficher justement voilà, le document qui montre que la décision a bien été prise par la mosquée de Paris de le faire pour demain. Je voudrais avoir une première réaction à cette annonce, justement, Saïd Saeb. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement du fait qu'ils ont changé, en fait, qu'ils ont là où on peut vraiment être content et heureux, c'est de pouvoir enfin en France, alhamdoulilah, en 2022, faire l'Aïd et fêter l'Aïd avec l'ensemble des membres de notre famille et l'ensemble des musulmans. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment se réjouir. Et c'est quelque chose quasiment d'inespéré, parce qu'on attendait ça depuis un moment, ouais. Effectivement, et jamais ça ne collait. Et là, alhamdoulilah, aujourd'hui, en plus, ça avait mal démarré. Hein, ça avait très mal démarré. On n'a pas commencé en même temps. On n'a pas commencé en même temps. Là, on peut que se réjouir. Donc, une première impression, c'est vraiment, on est content qu'on puisse effectivement partager ce jour avec l'ensemble de nos frères. La première impression, Talha Saeb, vous partagez la même impression que notre cher frère Saïd? Un peu plus mitigé en fait, parce que comme vous l'avez mentionné à juste titre, on a, parce que la communauté Ahmadiyya a bien commencé le 3 avril, mais comme vous le savez, les instances religieuses en France, notamment la Grande Mosquée de Paris, a annoncé le début du mois de Ramadan le 2 avril, alors qu'on sait très bien, et le rapport de l'Observatoire de Paris le montre très clairement. D'ailleurs, si nos auditeurs veulent le consulter, vous tapez Ramadan-8 2022 espace IMCCE sur Google, vous allez trouver le rapport assez facilement. Le rapport montrait bien qu'en France, c'était impossible de voir la Lune le soir du 1er avril, ni en Arabie Saoudite d'ailleurs. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi l'Arabie Saoudite a annoncé le début du Ramadan le 3 avril, et surtout, on ne sait pas pourquoi en France, les instances religieuses ont annoncé le début du Ramadan le 3 avril, alors que c'était le 2 avril. Alors que c'était impossible le 1er avril de voir la Lune. Donc, la France et la grande majorité des musulmans en France ont débuté le Ramadan le 2 avril. Malheureusement, c'était une erreur manifeste et c'est triste. Même si on peut se réjouir que, en effet, pour la date de l'Aïd, ils ne se sont pas trompés. Pour quelle raison, on ne sait pas, parce que la méthodologie utilisée est toujours obscure. Mais on peut toujours se réjouir que l'Aïd, on le fera, que pour l'Aïd, ni l'Arabie Saoudite ni la France ne s'est trompé cette fois-ci, même si pour le début du Ramadan, malheureusement, il y a eu une erreur manifeste. Jazakumullah Sanadjaza pour donc cette première impression. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma première question que je vous poserai à tous les deux. Chers frères, c'est justement comment se fait-il, puisque étant donné qu'on finit, on fait l'Aïd tous en même temps, donc lundi, nous on l'avait déjà précisé, mais comment se fait alors qu'on n'a pas commencé le même jour? Étant donné qu'en plus de ce que j'ai pu comprendre, ils ont déterminé cela, ils ont dit que maintenant ils utilisaient les méthodes scientifiques pour pouvoir établir le Ramadan. Donc comment se fait-il qu'on a toujours ce décalage? Alors comme Talha Saeb l'a dit, que c'est toujours en fait confus, parce que malgré effectivement cet enthousiasme
se réjouisse qu'on termine en même temps, Ouais. la méthode n'y est pas. Parce Ouais. que si vous prenez par exemple la question de les calculs qui sont mis en avant par les organes, les institutions censées représenter les musulmans, eh bien vous regardez que ça pêche par défaut. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, que ce soit pour le début ou la fin du ramadan, on se rend compte que, par exemple, pour ce qui est des calculs, on ne peut que s'étonner, par exemple, d'une mosquée de Paris, ou pour ne citer qu'elle, qui va avoir une décision avant l'heure, largement avant l'heure du coucher du soleil. Vous faites allusion à la date où ils ont précisé que le ramadan l'Aïd devait se faire finalement le 2 mai. Et donc ils l'ont fait à Oui, quelle ça heure, ils du l'ont coup fait aussi pour le premier. Ouais, pour C'est-à-dire le premier aussi. ils ont commencé aussi à prendre des décisions. Par exemple, le 1er avril, ça a été fait très tôt. Ouais. Et là, on se pose la question des calculs. Mais quels calculs permettent de décider alors qu'on a attendu ce moment-là? Parce que si on décide des calculs, on les a à l'avance. Quel calcul fait que la mosquée de Paris dise bien avant le coucher du soleil et la période en fait qui permet la visibilité ou la non-visibilité, mais la visibilité en l'occurrence ici, de décider avant la possibilité de voir. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Après, on pourra revenir sur les deux autres critères, les critères aussi d'universalité, sur lesquels on va pouvoir discuter. Mais en ce qui concerne, puisque vous avez soulevé la question, sur les questions de calcul, ça pêche par défaut, on ne comprend pas. Il y a une confusion, que ce soit pour le début ou la fin, même si on se réjouit effectivement du fait que lundi, on a une journée commune, mais ça pêche vraiment par défaut et que ça présage peut-être pour les prochains ramadans des erreurs aussi qui risquent de se reproduire. Et notre volonté et notre souhait, c'est peut-être qu'on soit dans une évolution sur laquelle on va être dans la constance et pas un coup on recule, un coup on avance, un coup on prend ce critère, un coup on en prend un autre. Alors juste pour repositionner un petit peu pour les frères qui peut-être ne savent pas forcément tout et voudraient savoir un petit peu comment c'est déterminé, Dr Talhassab, je vous poserai la question déjà de nous préciser qu'est-ce qui est prédit, enfin qu'est-ce qui est dit, on l'a déjà mentionné dans certaines émissions, mais c'est très bien de le rappeler pour ceux qui nous prennent de fil. Et d'ailleurs, j'encourage aussi beaucoup de frères à partager la vidéo et à liker aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de frères qui pourraient être intéressés par ce qu'on va dire aujourd'hui. Docteur Talhassab, comment on peut savoir, comment on détermine justement le premier jour et le dernier jour du Ramadan? Est-ce que vous pourrez nous le dire très rapidement, très succinctement, nous rappeler qu'est-ce qui nous a été préconisé par le prophète sallam pour justement déterminer tout cela? Alors, très bien. Alors, le prophète sallam, en fait, il y a un hadith qui rapporte dans Sahih Muslim, et le prophète sallam, il mentionne que observez le début du jeûne lorsque vous le voyez, en parlant du premier croissant lunaire. Et ensuite, dans le même, il continue, le prophète sallam, il dit, et arrêtez de jeûner lorsque vous le voyez, en parlant du coup du premier croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal. Et le prophète sallam, il a mentionné que si jamais vous ne le voyez pas, alors complétez le nombre de jours de jeûne jusqu'à arriver à 30. Par exemple, à l'époque, au 7e siècle, parfois, on ne pouvait pas, pour des raisons météorologiques, voir le premier croissant lunaire, et donc le prophète sallam nous a demandé de compléter jusqu'à 30 le nombre de jours de jeûne dans ce cas-là. Ça, c'est le hadith du prophète sallam qui nous invite du coup à regarder le croissant lunaire pour débuter et arrêter le mois du Ramadan. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que on avait parlé un peu du caractère d'universalité, parce qu'en fait, il y a encore des musulmans en fait, qui considèrent et qui pensent qu'il faut que pour le monde entier, le Ramadan débute le même jour et qu'il se termine le même jour, et donc que l'Aïd ait lieu le même jour pour le monde entier, pour les musulmans du monde entier. Et en fait, ça, c'est un concept qui est totalement erroné, parce que dans le même livre de recueil, dans Sahih Muslim, et dans le même livre de Sahih Muslim, qui est le livre de jeûne, il y a un autre hadith que j'aimerais vous relater, et en fait, c'est une personne qui s'appelle Fadal, qui est du coup le fils de Fadal, qui est la fille de Haris, qui est la fille de Haris, pardon, et qui est envoyée par sa mère Fadal
en Syrie auprès de Muawiyah pour une affaire. Et en fait, Fadel, quand il arrive du coup auprès de Muawiyah en Syrie, alors qu'il se trouve en Syrie, le ramadan débute. Parce que en fait, c'était un vendredi soir, le premier croissant lunaire était visible, et donc Muawiyah ainsi que tous les musulmans qui étaient présents en Syrie ont débuté le ramadan le lendemain de ce vendredi, donc un samedi. Ils ont débuté un samedi parce que la lune était visible le vendredi la veille. Et en fait, Fadel donc, a débuté le ramadan. Et Fadel revient du coup vers la fin du mois de ramadan à Médine, et c'est là qu'il rencontre Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est un éminent compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas le questionne à ce sujet et lui dit: mais quand avez-vous débuté le ramadan? Et Fadel lui dit: ben, nous, et moi, et en l'occurrence, et nous, on avait débuté en Syrie le vendredi, le samedi, pardon, le samedi, parce qu'on a vu la lune le vendredi soir. Et Abdullah ibn Abbas lui demande: mais l'as-tu vu toi et toi-même? Et Fadel répond: oui, moi je l'ai vu, ainsi que Muawiyah et ainsi que les autres personnes qui étaient présentes. Et c'est pour ça, comme on l'a vu vendredi soir, on a débuté le lendemain, donc le samedi, le mois de Ramadan. Et Abdullah ibn Abbas, il lui dit: nous l'avons vu, donc ici à Médine, le samedi soir, le premier croissant lunaire. Donc on a débuté ainsi le jour d'après. Et Fadel lui dit: mais le fait que Muawiyah ait vu la lune, est-ce que toi, c'est pas valide pour toi et ça te suffit pas pour du coup adapter le nombre de jeunes en fonction de la vision qu'il y a eu en Syrie? Abdullah ibn Abbas, il dit non. Il dit: la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que je te dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde la lune là où on se construit. Et c'est ça où, en fait, où on a dans cette hadith de Sahih Muslim rapporté par Kurayb, et ce dialogue entre Fadel et Abdullah ibn Abbas qui est très clair. Les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en Syrie, ils ont débuté le ramadan par rapport à la vision du premier croissant lunaire en Syrie, et c'était visible le vendredi soir. Et la même année, ceux qui étaient donc à Médine, les musulmans de Médine, ont débuté par rapport à la vision du premier croissant lunaire à Médine. Et à Médine, c'était visible un jour après, le samedi soir. Et c'est normal. Et c'était ça, Abdullah ibn Abbas a dit: ça, c'est la pratique qui nous a été enseignée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça répond à cette question d'universalité. C'est un concept erroné. Il faut que les musulmans regardent la lune dans leur pays respectifs et qu'ils débutent le ramadan et qu'ils fassent l'Aïd en fonction de la visibilité du premier croissant lunaire dans leur pays. Je vais maintenant très rapidement parler de la science, comment elle nous aide en cela. Aujourd'hui, on est en 2022. En 2022, par rapport au 7e siècle, l'astronomie a fait des progrès colossaux. Aujourd'hui, on est capable de prédire des centaines d'années à l'avance de manière extrêmement précise quand on pourra voir le premier croissant lunaire et dans quelle partie du monde pour le début et la fin du mois de Ramadan. Et ça de manière extrêmement précise. Il y a 4 critères qui sont utilisés dont 3 dans le monde entier. Et dans le rapport de l'Observatoire de Paris, de l'IMCCE, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, c'est un institut qui est rattaché à l'Observatoire de Paris et qui est expert dans ces calculs-là. Et c'est eux qui font tous les calendriers religieux aussi, dont celui de Ramadan. Et en fait, ils mentionnent clairement qu'ils ont utilisé 4 critères. Le premier critère, c'est le critère de l'IMCCE, qui est propre à l'Observatoire de Paris. Les 3 autres critères, vous avez celui de Mohamed Odeh. Mohamed Odeh, c'est un grand astronome arabe qui fait partie de l'Union d'astronomie arabe. L'autre critère qu'ils ont utilisé, c'est celui de Bernard Yallop, qui est un astronome britannique. Et le dernier qu'ils ont utilisé, c'est celui de l'Association d'astronomie sud-africaine. Et donc, il n'y a pas de biais de sélection parce qu'ils ont utilisé ces 4 critères. Et avec ces 4 critères-là, ils ont clairement dit s'il était possible ou non, dans le rapport, je vous invite à le lire, s'il était possible ou non de voir le premier croissant lunaire, et quand surtout c'était possible de voir le premier croissant lunaire, marquant le début du mois de Ramadan en France et la fin du mois de Ramadan. Et les 4 critères sont unanimes pour dire que le soir du 2 avril seulement, le premier croissant lunaire était visible en France, et donc en France, le Ramadan aurait dû débuter le 3 avril, et non le 2 avril, comme l'a annoncé la Grande Mosquée de Paris et d'autres instances religieuses musulmanes en France. Et là, c'est une grosse erreur qui a été commise et donc ils ont malmené, je veux dire... Justement, Tal Hassab, ça revient justement, je me pose justement cette question, puisque nous, et d'ailleurs depuis plusieurs années, la communauté Ahmadiyya a tenté à plusieurs reprises de sensibiliser la communauté musulmane sur le fait que, effectivement,
pour déterminer le premier jour du Ramadan, il fallait faire appel au calcul. Il y avait aujourd'hui les moyens, notamment par l'Observatoire de Paris, parce que ça fait plusieurs années que nous, on consulte l'Observatoire de Paris et notamment les MCCE dont parlait Dr Talal Hasseb tout à l'heure, à savoir pour déterminer justement, pour qu'ils nous disent clairement quel pourrait être le premier jour du Ramadan et quel pourrait être le dernier jour du Ramadan, puisque eux ils peuvent le savoir de manière très précise. C'est ça le principe justement de faire appel à la science. Et ça semble avoir porté ses fruits finalement, puisque on voit que petit à petit il y a une évolution et finalement maintenant on voit que les musulmans, l'ensemble de la communauté musulmane maintenant utilisent les calculs et ils l'annoncent, en tout cas c'est leur communication, comme quoi ils utilisent les calculs. Mais comment se fait-il alors qu'ils utilisent les calculs comme nous, comment ils font des erreurs aussi manifestes? Dr Salah Hasseb, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un peu... Oui. Oui. Et répondre à la question très rapidement. Pour les critères, en fait, donc les 4 critères qui sont utilisés, c'est pas que des critères purement mathématiques, c'est des algorithmes qui ont été établis à l'aide de séries de milliers d'observations directes à l'œil nu. En gros, ils ont intégré dans ces calculs-là des milliers d'observations qui ont été faites par des gens qui ont vu le premier croissant lunaire à l'œil nu. Ils ont donc dit, voilà, j'ai vu le premier croissant lunaire à tel endroit, à telle heure-ci, et toutes ces visions directes ont été intégrées, et c'est à l'aide de ça que les algorithmes ont été créés, et c'est pour ça qu'ils sont tellement robustes, parce qu'ils sont issus de visions directes qui ont été faites à l'œil nu. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2022, avec ces critères-là, on peut vraiment prédire de manière extrêmement précise. D'ailleurs, ceux qui remettent en question les calculs et leur légitimité, je peux leur dire que, et je leur renvoie la balle, c'est que leurs prières quotidiennes, pour leur prière quotidienne, ils se basent sur un calendrier des horaires des prières, et pour le mois de Ramadan, pour savoir quand il faut arrêter de manger le matin et quand il faut faire l'iftar, ils se basent également sur un calendrier qui sont établis sur les mêmes lois astronomiques. Donc vous ne pouvez pas d'un côté dire que pour un pilier de l'islam comme la prière, le reste de l'année, vous avez une foi aveugle au calcul astronomique, et pendant le Ramadan, pour savoir quand il faut arrêter de manger, et pour l'iftar, vous avez du coup une foi aveugle au calendrier. Et quand on parle de prédictibilité, de prédiction du premier croissant lunaire, dire que non, maintenant on rejette les calculs. C'est hypocrite de dire ça, ça fait pas sens. Et vous dites qu'il y a une avancée et que les instances musulmanes disent qu'ils utilisent les calculs astronomiques, mais ils le disent depuis des années. Depuis des années, en fait, ils disent qu'ils ont recours aux calculs astronomiques parallèlement du coup à la vision. Mais en fait, c'est pour ça qu'on vous disait avec Saïd Saab, c'est obscur leur méthodologie, parce qu'en fait, l'Observatoire de Paris clairement a dit que le 1er avril au soir, c'était impossible de voir la Lune en France pour le début du Ramadan. Alors sur quel calcul astronomique ces instances musulmanes françaises et notamment saoudiennes se sont-elles basées pour annoncer la Eid le 2 avril en Arabie Saoudite et en France? C'était impossible de voir la Lune le 1er avril au soir. D'ailleurs, il y a des associations indépendantes comme le Crescent Watch ou bien l'Observatoire lunaire des musulmans de France, que vous pouvez voir sur Twitter. Ils ont également fait un tweet en disant que le 1er avril au soir, c'était impossible de voir la Lune. Le 2 mai, l'annonce de la Eid le 2 mai qui tombe en même temps que la communauté ahmadiyya, je dirais c'est un coup de chance. Parce que je pense qu'en fait, ça s'est joué à quelques heures près pour l'âge de la Lune. Et je pense que si la Lune elle était âgée d'un peu plus de 2 heures par rapport à... Parce qu'en fait, vous savez que la Lune est visible quand elle est autour de 20 heures, vous voyez. Là, malheureusement, je pense que l'Arabie Saoudite annonce la Eid et le début de Ramadan quand la Lune elle a 15-17 heures, où c'est extrêmement difficile de la voir. Et je pense que cette année, c'est juste un coup de chance qu'ils ont annoncé le 2 mai. Malheureusement, j'ai peur que l'année prochaine, ils vont commettre les mêmes erreurs et ils vont cautionner ça par des calculs astronomiques. Et surtout qu'ils tiennent jamais en compte des résultats. Ils prennent jamais en compte, les résultats de l'Observatoire de Paris. Et ça depuis des décennies. Donc leur méthodologie est obscure, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. On peut juste se réjouir que c'est un coup de chance que le 2 mai, ils ont annoncé la Eid en même temps que nous, en même temps que la communauté ahmadiyya qui suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On attend de voir l'année prochaine, ou déjà avant l'année prochaine, la date de la grande Eid pour voir si ils sont sur la bonne dynamique et la bonne ligne ou pas. Et j'espère que justement qu'ils le sont, parce que sinon ce serait très très triste de voir qu'en 2022 ils ne seront pas encore. Oui, je vous parlais d'historique. Il faut voir aussi, il faut revenir un petit peu à l'historique de
avant la création de ces instances. Et quand je dis la création de ces instances, je parle évidemment de la mosquée de Paris qui était là déjà et le CFCM. Mais avant le CFCM, il y avait quand même certaines organisations qui s'occupaient de ces questions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, alors à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans, on avait des gens qui étaient littéralement restés sur la question de la nuit du doute. C'est-à-dire qu'il fallait absolument décider le soir de la veille, en fait, selon leurs critères, du début de Ramadan. Donc, vous voyez que... Qui est une tradition... qui n'a aucune base. Parce qu'en fait, c'est comme si on venait à un archaïsme de rejet de la modernité qu'a annoncé Tal Hassab. C'est-à-dire qu'on est en 2022 et on fait abstraction parce qu'on veut avoir le fin mot de l'histoire pour voir la Lune à l'œil nu, et c'est ces critères qu'ils avaient. Le problème, c'est que si vous ne faites pas un minimum de calcul, ou ne prenez pas en compte les critères d'âge de la Lune, d'inclination, et des critères d'inclination de la Lune par rapport à l'horizon, et tous ces critères en fait qui font que l'Institut de mécanique céleste donne des données très précises de comment on pourrait le faire. Ben, sur quelle base vous vous fondez pour déterminer que le lendemain, il ne faut pas s'étonner que même à l'époque, il y avait des divergences, que certains disaient non, on ne l'a pas vu, d'autres l'ont vu, etc., selon la situation. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec le temps, on a vu qu'il y avait une évolution. Et cette évolution-là, elle a été dans deux extrêmes. On a vu au tout début du retour sur les calculs des gens, et ça j'ai vu ces aberrations, et on a vu aussi des mosquées commencer un jour et d'autres mosquées commencer un autre jour. Oui. C'était très fréquent à l'époque. Oui. Quand on a commencé à se réveiller. C'était les démarrages. Ouais, voilà. C'était un peu du mal à se roder. Voilà. Mais on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des instances en fait qui, par souci de soi-disant coller complètement à la modernité, selon eux, eh bien ils vont se baser sur la nouvelle lune et pas. Ils disent voilà, on peut très bien le voir à l'optique. Donc au départ, on faisait des erreurs sur ces questions de visibilité à l'œil, pas à l'œil nu, mais avec un télescope, vous voyez. Ce qui est important de préciser, parce que comme vous l'avez spécifié tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la Lune, le critère essentiel, c'est la visibilité de la Lune. À l'œil nu. À l'œil nu. Oui. Sauf que la Lune, effectivement, lors de la naissance de la Lune, elle n'est pas visible à l'œil nu. Elle n'est pas visible. C'est de là que peut naître la problématique. Voilà. Il peut se passer plusieurs heures avant qu'elle commence à être visible à l'œil nu. Voilà, donc l'erreur a fait qu'on s'accapare d'une nouvelle matière, entre guillemets, et on fait des erreurs, alors peut-être involontaires, et puis après, il ne faut pas se cacher, il y a des logiques aussi tout à fait politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on parlait d'universalité. Il y a un critère sur lequel certaines institutions disent, eh bien nous, on veut que dès qu'un pays musulman commence, eh bien tout le reste de l'islam, par souci d'universalité, que tout le monde commence en même temps, le suive. Sauf qu'on a vu que ces dernières années, il n'y en avait que pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'on ne jurait que par l'acceptation de l'Arabie Saoudite ou la direction de l'Arabie Saoudite pour donner l'information juste que nous avons vue. Sauf que selon leurs critères, on reste toujours selon leurs critères, même s'ils sont confus et pas clairs, eh bien, on doit revenir à ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils disent, si un musulman le voit le premier, alors on doit commencer. Selon ce que le musulman a vu. Le hadith que Talha a cité concernant justement la pratique du prophète, c'est de voir au niveau local et pas de se focaliser sur l'universalité. Mais eux, selon leurs critères faussés, ils avaient réussi quand même à faire des erreurs. Et les erreurs, c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, nous, l'Arabie Saoudite. Mais si demain, le Maroc, l'Algérie, les Comores, le Mali voient la Lune avant, pourquoi nous ne devrions pas suivre ces pays si on suit la logique de ces critères? Et je finis par cette question aussi de calcul. Il y a deux choses sur la question de la nuit du doute sur laquelle on parle beaucoup et qui en vérité n'a plus lieu d'être. En fait, au lieu de parler de nuit de doute, on devrait parler de nuit de confirmation. En fait, la confirmation de la visibilité va venir confirmer les calculs astronomiques selon les critères définis par l'Institut de mécanique céleste dépendant de l'Observatoire de Paris, à savoir lorsqu'on a les calculs, puisque le Coran nous y invite 2 fois en nous disant que nous avons fait
de la Lune des moyens de calcul précis. Nous avons fait des phases de la Lune des moyens pour lesquels vous allez déterminer le temps. Donc ça, c'est 2 versets. Justement, Saïd Seb, moi je reviens là-dessus parce que clairement, de ce que j'ai pu voir de l'annonce qui a été faite par la mosquée de Paris, ils ont clairement annoncé le fait qu'ils avaient, comme vous avez dit, commencé à prendre maintenant les calculs et que les calculs, comme vous venez de le dire, l'observation devait être maintenant, ils ne parlaient plus maintenant de nuit de doute, on va dire que leur discours a changé là-dessus et que maintenant ils sont plus sur une nuit d'observation. Alors, pour observer et justement justifier les calculs. Ça n'explique pas, ça n'explique pas, et ça vous allez voir la différence avec ce que la communauté a fait et a toujours fait, et leur manière. Ça ne justifie pas qu'on attende le dernier jour pour donner l'information. Si on se base sur les calculs, on est capable de donner en amont la date exacte. Pourquoi attendez un moment, au début, à la fin, on en a parlé tout à l'heure, un moment où on ne peut pas voir la Lune, et qu'on attende que l'Arabie Saoudite nous dise que voilà, on ne peut pas voir la Lune, donc vous pouvez jeûner, faire l'Aïd le 2 mai. Oui, parce que là, vous faites référence effectivement au fait qu'ils avaient annoncé, d'ailleurs à 18h45, ils ont annoncé que l'Aïd commençait se fera le 2. Oui. Et ça, c'était ils ont annoncé ça, c'était samedi. C'est samedi, oui. Samedi. Donc à 18h45, alors que même à 18h45 en France, il fait encore jour. Et donc, on ne peut pas avoir. Donc, si on peut le prévoir à l'avance, là, il y a vraiment une contradiction du fait que si on le prévoit à l'avance, on n'est pas obligé d'attendre ce jour. Par contre, la manière et la pratique de l'islam et qui respecte justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et ce que la communauté Ahmadiyya a fait et continue à faire, c'est qu'elle va se baser sur ces calculs algorithmiques dont a parlé Tal Hassab avec la coordination de l'Institut de mécanique céleste ou des observatoires concernés des pays et faire en sorte d'avoir toutes les données qui vont déterminer à l'avance à quel moment et à quel jour l'âge de la Lune, l'inclination de cette Lune par rapport à l'horizon, tous les critères convergent pour pouvoir le jour J confirmer de l'observation de la Lune. Et même si on ne peut pas la voir à cause des questions météorologiques, on sait par rapport à cette fiabilité de calcul que la possibilité de le voir à l'œil nu, mais vraiment à l'œil nu, donc on respecte ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est intacte. Et là, je finis par dire que la communauté musulmane ahmadiyya emploie ça chaque année en France, notamment. Elle utilise ces calculs, elle a les données à l'avance et ses adeptes, ses membres vérifient, on a plusieurs fois chaque année envoyé des photos du jour précis qui a été déterminé à l'avance par les calculs, où chacun, soit au sud, soit à l'est, soit au nord, soit à l'ouest, des gens voient le petit croissant de lune émerger à l'œil nu. Donc là, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune problématique réelle si nous collons à la fois à ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous collons à la fois à ce que la science nous dit qui colle à des injonctions coraniques. Vous voyez? Donc si vous cumulez les deux, le jour supposément, la nuit supposée du doute ne sera qu'une nuit de confirmation de tous les calculs que vous aurez, attesté fiabilité d'année en année. Et ce n'est pas pour rien que d'année en année, la communauté musulmane Ahmadiyya est tout à fait à l'aise pour le début et la fin, puisqu'il n'y a absolument aucune brèche. Une petite question aussi, donc, docteur Tal Hassab, là je vous poserai la question à vous. Est-ce qu'on peut dire que l'Arabie Saoudite est dans la même, on comprend en clair qu'ils font référence souvent à l'Arabie Saoudite pour peut-être pour avoir donc dans ce principe peut-être d'universalité de savoir si un musulman l'a vu et à ce moment-là tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'on peut savoir si l'Arabie Saoudite est finalement dans la même latitude que nous et à ce moment-là on pourrait comprendre qu'on en fasse appel à l'Arabie Saoudite pour savoir s'ils l'ont vu, puisque ils sont une heure après. S'ils sont sur la même latitude et qu'au final, on va faire le ramadan et on fait l'Aïd en même temps, c'est logique qu'on fasse appel à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'Arabie Saoudite est dans la même latitude et que de toute façon, on commence en même temps et on finit en même temps? Docteur Tassab. Alors, ça peut arriver en fait que on voit la Lune le même jour
à la Mecque et à Paris. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas du tout une règle et ça arrive très souvent aussi que à Paris, on voit la lune un jour après l'Arabie Saoudite. Donc, on ne peut pas se baser sur l'Arabie Saoudite comme une source fiable, dans le sens où en fait, on n'a pas toujours la même vision de la lune entre la Mecque et Paris. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le fait de suivre pour X ou Y raison l'Arabie Saoudite, ce n'est pas du tout une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'avais, comme j'ai cité dans le hadith de Sahih Muslim, et c'est extrêmement clair qu'il faut que chaque musulman regarde du coup, que les musulmans regardent les lunes dans leur pays respectifs. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle on ne peut pas suivre l'Arabie Saoudite. Et la troisième raison pour laquelle on ne peut pas suivre l'Arabie Saoudite, je dirais, c'est que, prenez le cas du début du mois de Ramadan. L'Arabie Saoudite a annoncé le début le 2 avril, impliquant donc que le 1er avril, la lune, le premier croissant lunaire au soir était visible, ce qui n'est pas du tout le cas, et la science dit clairement que c'était impossible. Et les instances européennes et françaises ont suivi l'Arabie Saoudite aveuglément. Mais là vous dites que l'Arabie Saoudite s'est trompée. Juste savoir, l'Arabie Saoudite s'est trompée quand ils ont dit... L'Arabie Saoudite, j'assume complètement ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, dans le rapport de l'IMCC, vous pouvez voir, c'est écrit noir sur blanc. À la Mecque, le 1er avril au soir, c'était impossible de voir la lune à la lune. Impossible. Donc, l'Arabie Saoudite qui annonce le début du Ramadan le 2 avril et les instances européennes et françaises qui suivent aveuglément l'Arabie Saoudite en annonçant en France le début du Ramadan le 2 avril, c'était aberrant que c'était impossible de voir le 1er avril la lune, que ce soit à la Mecque ou à Paris ou dans aucune des villes de l'Europe. Donc oui, il y a eu une erreur qui est commise et c'est la troisième raison pour laquelle il ne faut pas suivre l'Arabie Saoudite, c'est que quand l'Arabie Saoudite fait une erreur, ça s'impacte du coup sur le reste de l'Europe. Effectivement, on a pu voir, et d'ailleurs c'est une des incohérences qu'on peut reconnaître souvent, puisqu'ils disent que maintenant, et dans le communiqué officiel, c'est qu'ils font appel au calcul et, pour déterminer le premier jour et le dernier jour, et on voit que les erreurs qu'ils commettent sont les mêmes erreurs qui sont commises par l'Arabie Saoudite. Donc on ne comprend plus donc, comment ils s'organisent. Alors en tout cas, nous ne pouvons que nous féliciter de voir que cette année, les musulmans de France et même d'Europe vont faire tous l'Aïd en même temps. Donc ça, c'est alhamdoulilah. On va pouvoir tous célébrer ça en même temps. Et c'est un grand plaisir parce que c'est quelque chose qu'on réclamait et qu'on voulait depuis très longtemps. Alors, c'est un petit progrès, on va dire. On espère que ça va continuer. Et ça, on le verra sur les prochaines années. Si effectivement, on va être dans ce sens-là. En tout cas, nous, on continue, on perpétue toujours le démarrage du Ramadan par faire appel donc à l'IMCCE pour nous donner effectivement le démarrage et la fin, et du coup il n'y a plus cette nuit de doute, mais comme vous l'avez dit Saïd Saeb, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça sera plus une observation finalement, une nuit d'observation, une nuit de confirmation pour voir si effectivement on a bien la lune, le petit croissant de lune qui apparaît. Et alhamdoulilah, on espère en tout cas que ça va changer sur les prochaines années. Et donc ça va être, là on va arriver bientôt à la fin de notre première partie d'émission, et on va accueillir notre intervenant dans le prochain. Donc vous savez très bien comment ça fonctionne, l'islam en vrai. Donc je vais vous demander de rester parce que il y a notre cher frère Bilal Saeb qui va intervenir et pour faire un petit exposé sur un des sujets de ce soir. Et donc vous restez juste après le petit générique et on revient tout de suite après. Jazakumullah Sana Jaza, et à tout de suite. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Chers frères, donc bonjour à tous encore. Donc notre frère Bilal Saeb, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le sujet de votre conférence va être sur l'héritage, si j'ai bien compris. Oui. C'est bien cela. Donc je vous laisse la parole et il m'arrivera peut-être de vous interrompre, mais d'accord, avec vous m'envoyez désolé. Alors donc l'héritage, plus particulièrement en fait, on va parler des droits de succession. Parce que quand vous cédez votre maison lors de votre vivant ou à votre décès
à vos enfants, vous devez payer des droits de succession. Donc ça, c'est une taxe en fait. C'est un timbre qui est apposé sur l'acte du notaire. Et c'est une taxation qui est impopulaire en France. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement et très brièvement, votre patrimoine, vous l'avez constitué après une dure vie de labeur tout au long de votre vie qui a déjà été taxée. Cette vie de labeur, elle est taxée à l'impôt sur le revenu. Donc le fait de le retaxer une deuxième fois à votre décès, par exemple, c'est mal perçu par la population. Pourquoi on taxerait une chose 2 fois? C'est pas logique, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et ça va plus loin parce qu'en fait, le patrimoine n'est pas taxé que 2 fois, il est taxé une 3e fois lorsque mes enfants le céderont au leur, une 4e fois quand c'est mes petits-enfants et arrière-petits-enfants qui l'auront, etc. Donc ça ne s'arrête jamais. Et donc on va voir le barème de taxation, mais c'est assez lourd. Alors, on va replacer un peu cette taxe dans son contexte. En fait, elle a pour objet primitif, c'est des mesures post-révolution. Donc, elles ont pour objet primitif de réduire les inégalités à la naissance. Avant, ceux qui avaient un patrimoine, leurs enfants, ils avaient le même patrimoine, et ainsi de suite. Et ça maintenait un plafond de verre à cause duquel les classes populaires, donc les gens pauvres, n'arrivaient pas à accéder à la propriété. Donc, ils ne pouvaient pas se constituer de patrimoine du tout. Donc on a mis en place ces droits de succession, pas qu'en France, partout en Europe et aux États-Unis, au Canada, pour justement pallier pour réduire ces inégalités. D'accord? Alors, il faut savoir que si on s'y prend bien, on peut réduire ces droits de succession. On peut payer moins de taxes, donc c'est l'objet de cette présentation. D'abord, il faut savoir qu'il y a des abattements sur les droits de succession. Donc, admettons, on va prendre un exemple très banal. Vous avez un appartement ou une maison qui vaut 200 000 €. Vous êtes marié et vous avez un enfant unique. Vous avez le droit de donner par parent et par enfant 100 000 € à votre enfant. Par parent, par enfant. Donc, vous et votre épouse, ça fait 100 000 plus 100 000, 200 000. Vous donnez l'appartement ou la maison qui coûte 200 000 à votre enfant sans aucun droit de succession. C'est ce qu'on appelle l'abattement. Donc l'abattement, c'est 100 000 € pour un enfant, ou si vous le donnez à votre père ou à votre mère, mais c'est rarement le cas. En général, on donne à ses descendants et non pas à ses ascendants. C'est 15 900 € si vous donnez à un frère ou une sœur, à peu près 8 000 € si c'est un neveu ou une nièce, 1 500 €, 1 594 € si vous le donnez à une autre personne, par exemple un ami, un voisin ou quelqu'un d'autre, une association par exemple. Et l'abattement est de 159 325 € si vous donnez à toute personne en situation de handicap. Ça peut être votre enfant, ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. D'accord? Toujours par parent et toujours par parent. Les 150 000 €. Les 159 000 €, c'est pour... Non, c'est pas... C'est pour quand vous donnez à une personne en situation de handicap, un handicapé. D'accord. Ça peut être votre enfant, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être une autre personne. Et cet abattement est renouvelable tous les 15 ans. Donc là, on est vraiment dans la fiscalité, mais c'est important de comprendre cette fiscalité, sinon... Vous allez payer trop de droits de succession, alors que des fois, si on s'y prend bien, on en paye 0. Quand on connaît un peu ces éléments, on peut transmettre son patrimoine en ne payant aucun droit de succession. Il y a des gens spécialistes pour ça qui nous accompagnent, non? Il y a des gens, oui, bien sûr. Vous pouvez vous rapprocher. Avocats, Il y a des notaires, des avocats qui sont spécialisés en droit immobilier. D'accord. Après, les comptables... Pas tous, mais certains, oui, connaissent. Après, c'est plus les notaires, en fait. Tout ce qui a attrait à l'immobilier, les notaires seront à même de vous conseiller. Parce que, est-ce que de toute façon, on est obligé de faire appel à ce genre à ces personnes-là pour pouvoir faire justement tout ce qui est droit de succession, ou par nous-mêmes, si on s'y connaît, on peut s'en occuper tout seul? C'est quelque chose qui est, de toute façon, on est obligé de passer par un notaire. Vous êtes obligé de passer par un notaire. Voilà. C'est-à-dire, quand c'est une succession... Sauf dans le cadre d'une SCI, qu'on verra plus tard, vous êtes obligé de passer par un notaire. Et à quel moment, donc, du coup, on est accompagné? Puisque de toute façon, on passe par un notaire. Donc, il sait... Alors, le notaire, c'est un conseil avant tout. D'accord. Donc, il n'est pas là juste pour vous prendre des émoluments, des honoraires. Il est là pour vous conseiller. Aux premiers abords, c'est ça son rôle. Donc, lui, il va vous dire, faites ainsi, faites comme ça, et là, vous paierez moins de droits de succession. D'accord. Mais il faut quand même que nous, on soit au courant
au préalable de pas mal de choses pour en payer encore beaucoup moins, c'est ça? Alors, si vous êtes au courant des abattements et du barème, qu'on verra juste après dans le prochain slide, vous aurez forcément l'avantage que si vous ne connaissez pas ces choses. Parce que, bon, c'est vrai que des fois, les notaires, il y en a qui sont de très bons conseils, mais il y en a qui ne prennent pas vraiment le temps. Hein. Il y en a, ça dépend des offices notariaux, mais vous pouvez tomber sur un notaire qui ne va pas trop prendre le temps de fouiller, et puis il va vous faire vraiment le barème classique, alors que vous auriez pu avoir certaines réductions. C'est toujours bien de connaître son sujet. Exactement. Alors voilà pour l'abattement qui est renouvelable tous les 15 ans. Donc une fois que vous avez donné ça, admettons, à votre enfant, 100 000 euros par an et par enfant, vous pouvez dans 15 ans renouveler cette opération. D'accord ? Alors après abattement, ce qu'il reste, donc là j'avais pris l'exemple où votre maison coûtait 200 000 euros. Maintenant, admettons, elle coûte 300 000. Vous êtes toujours marié et vous avez un enfant unique. Donc vous avez le droit de donner 100 000 vous, 100 000 votre épouse, mais la maison coûte 300 000. Donc il reste combien? Le delta, il est de combien? 100 000 euros. Ça va, je vais faire des calculs normalement, il reste 100 000 euros. Vous avez pas voulu. Vous avez été... 300 000 moins 200 000, ça fait 100 000. 100 000. Ces 100 000, ils seront soumis à ce barème. Donc ils seront taxés. Vous comprenez, l'abattement, en fait, ça revient à dire, voilà, on ferme les yeux, en fait. L'État ferme les yeux sur cette partie, mais ce qu'il reste sera taxé. D'accord. Donc quand c'est inférieur à 8 000 euros, 5%, va dans les caisses de l'État. Quand c'est entre 8 000 et 12 000 euros, 10%. Entre 12 000 et 15 000, 15%. Entre 15 900 et 552 000, 20%. 90% des droits de succession sont dans cette tranche. Entre 15 000 et 550 000? Oui, c'est en général entre 15 000 et 550 000, donc on sera taxé à 20%. Donc le reliquat, c'était 100 000 euros, on va payer 20 000 euros à l'État. D'accord. Dans notre scénario où l'appartement ou la maison valait 300 000 euros. Mais si vous avez une petite question du chat qui me posait, est-ce que c'est l'agence immobilière qui fait l'expertise pour le bien immobilier? Oui, alors justement, quand vous allez aller chez le notaire, il va vous demander 2 expertises par 2 agences différentes, notoirement connues. Donc il faut que ce soit des agences qui soient enregistrées au registre du commerce. Et donc s'il y a une agence qui estime à 300 000, l'autre qui l'estime à 280 000, on va en général prendre la moyenne. D'accord. D'accord. Ok. Donc, bon, je finis le barème entre 552 et 900 000, 30%, etc. Hein. Supérieur à 1,8 million, c'est 45%. Mais, comme je vous l'ai dit, 90% des droits de succession donc, se situent à hauteur de... En fait, c'est à la tranche de 20%. Alors, si on s'y prend bien, si on connaît la fiscalité, donc on peut s'en sortir avec 0% de droits de succession. Ah oui, même si sur cette tranche au-dessus, là, on peut ne pas la payer. Alors, admettons que vous avez un patrimoine d'1 million d'euros. Ça m'intéresse tout ça. Patrimoine d'1 million d'euros, je ne pense pas, mais admettons. C'est ce que je vous souhaite. Si vous avez 1 million d'euros de patrimoine, vous avez 4 enfants. D'accord. Et vous êtes marié. Par parent et par enfant, vous avez le droit de donner 100 000 euros. Oui. Donc 200 000 pour le premier enfant, 200 000 pour le deuxième, 200 000 le troisième. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne? Ah oui, 200 000 le quatrième. Donc 800 000 euros seront exonérés de droits de succession. Mais ça, c'est de facto ou c'est nous qui le demandons? Non, c'est d'office. C'est d'office. C'est-à-dire, même on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous ne faites rien du tout. Vous allez chez le notaire, il comprendra tout de suite. Donc les 200 000 restants, normalement, vous devez payer les droits de succession. D'accord. Okay. Bon, en fait, vous les payez, sauf si vous avez une SCI. C'est l'objet du prochain slide. Mais la SCI, c'est un outil d'optimisation fiscale supplémentaire. Donc là, dans ce scénario, les 200 000 seront soumis à 20%, donc vous allez payer 40 000 euros de droits de succession. D'accord? Sur un patrimoine d'1 million. Ouais. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, d'accord. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'enfants. Si vous n'en aviez qu'un seul, ça serait 800 000 qui seraient taxés donc à la tranche de 30%. Petite question, celui qui paye, c'est les enfants. Les 40 000 euros là. Alors, qui paye les droits de justement, c'est ce qu'on appelle le cadeau empoisonné. C'est quand vous décédez, vous ne vous y êtes pas pris à l'avance, vous donnez un cadeau donc à vos enfants, donc ce patrimoine, mais il est empoisonné parce qu'il y a ces droits de succession qui parfois peuvent être très élevés. D'accord ? Vous imaginez de payer 30 ou 40% sur un bien, et en plus, il faut les débourser tout de suite. D'accord. Sinon, vous ne pouvez pas acquérir le bien? Comment ça se passe? En fait, non, le bien est à vous, mais comme c'est enregistré au Trésor public, donc ils vous réclament cette somme. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui
qui dilapide en fait ce patrimoine pour payer ses droits de succession et pour se partager les miettes. D'accord. C'est pour ça que c'est bien de s'y prendre à l'avance. De son vivant, vous pouvez transmettre, et comme je vous l'ai dit, l'abattement est renouvelable tous les 15 ans. Donc tous les 15 ans, on peut répéter l'opération. D'accord. Et vous pouvez vous en sortir en payant 0 droit de succession. D'accord ? Alors justement, on va voir la Société Civile Immobilière, la SCI. Donc c'est un outil d'optimisation fiscale. En fait, là, vous glissez une feuille de papier entre vous et votre patrimoine. Une feuille de papier A4, donc un extrait CABIS, parce que vous avez créé votre société. Et là, en fait, cette feuille de papier, vous pouvez la diviser en 100 parts, comme un puzzle, ou en 1000 morceaux, ou en 100 000 morceaux, parce qu'en fait, dans une société, on a des parts sociales. Admettons, vous avez votre maison qui coûte 300 000 €. Vous décidez de créer une SCI avec 300 000 parts. Donc, chaque part vaudra 1 euro. D'accord ? 300 000 fois 1, 300 000. Wow. Petit rappel. Ouais. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le droit de donner 100 000 € par parent et par enfant. Donc, vous donnez 200 000 €. Ouais. Les 100 000 restants, dans ce scénario, vous pouvez les garder pour plus tard, c'est-à-dire dans 15 ans. Alors que si vous n'avez pas de SCI, la maison que vous avez, elle n'est pas divisible. Ce n'est pas possible de la diviser. Ouais. Donc, donc l'abattement, c'est 100 000 et 100 000. Les 100 000 restants, vous êtes forcé De les payer. Ouais. les 20% dessus. D'accord ? Vous êtes forcé de payer. Alors que quand vous avez une SCI, vous dites non, les 100 000 parts restantes, je les garde. Et on va répéter cette opération dans 15 ans. Et là, ça change la donne. Donc bien sûr, si vous avez qu'un seul bien immobilier ou deux, ce n'est pas la peine de faire une SCI parce qu'on va voir que là, c'est assez complexe. Il faut aller chez un comptable et puis ça a un certain coût. Il y a un capital aussi non, à déposer, non? Non, ça c'est dans les avantages. Il n'y a pas de capital minimum. C'est un avantage de la SCI. Okay. Vous pouvez créer une SCI avec 1 euro si vous voulez. D'accord. Mais c'est quand vous avez un gros patrimoine à partir de 3 biens immobiliers que je vous conseillerais de faire une SCI. Et là, vous pouvez jouer, d'accord, avec la fiscalité, et puis vous pouvez transmettre sans payer de droit de succession. Donc les avantages de la SCI, pas de capital minimum à déposer. La structure est très flexible et aménageable, c'est-à-dire vous pouvez choisir de mettre 300 000 parts, ou 100 000 parts, ou 1000 parts, ou 100 parts. Ensuite, on peut faire des augmentations de capital ou des réductions. On peut ajouter des associés ou en retirer. C'est très flexible. Vous avez le choix du régime d'imposition pour les bénéfices. Vous avez la possibilité d'être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Donc ça commence toujours par l'impôt sur le revenu. Et quand on a un très gros patrimoine, on peut passer à l'impôt sur les sociétés. Mais l'impôt sur le revenu, c'est le choix parfait pour démarrer, s'il y en a qui seraient dans cette optique de créer une SCI. C'est un outil de gestion et de transmission du patrimoine, donc pendant que vous avez, en général, quand vous avez plusieurs biens immobiliers, vous habitez dans le premier, et les autres, ils sont faits pour quoi? Pour les faire louer ou les vendre. Exactement, c'est un investissement locatif. Donc en général, vous percevez des revenus, des loyers. Donc c'est un très bon outil de gestion pour votre patrimoine et pour la transmission par la suite. Et vous avez la possibilité de transmettre des parts sociales de SCI à des enfants même mineurs. C'est-à-dire, c'est bien de s'y prendre tôt si vous avez un gros patrimoine. Si vous avez un bien ou deux, pas de panique, vous allez payer pas grand-chose, vous allez juste payer les frais du notaire. Mais si vous avez un gros patrimoine, 3, 4, 5 ou plus de biens immobiliers, c'est bien de s'y prendre très tôt et de transmettre les parts sociales dès le plus jeune âge aux enfants. Est-ce que tout cela est valable pour des biens que l'on aurait à l'étranger? Non, c'est pour les biens que vous avez en France. En France. Les biens que vous avez à l'étranger... non, mais en Europe, je parle. Non, en fait, si ils ont été acquis avec l'argent de la SCI, vous pouvez les inclure dans votre SCI. Ah, d'accord. Mais en général, la SCI, c'est des biens qu'on a en France, qu'on détient en France. D'accord. Et puis, à l'étranger, je pense que... Parce que là, vous avez une fiscalité à payer à l'étranger, j'imagine. Vous devez payer... Oui, je pense, admettons, je vais prendre un pays au hasard, je sais pas, le Mali. Si vous avez un bien au Mali, je pense que la succession et la transmission seront gérées au Mali, d'accord, selon les règles maliennes et non pas les règles françaises. Donc chaque pays a ses propres règles, même en Europe. Je ne pense pas que l'Angleterre accepterait que la France perçoive des droits de succession sur un bien qui soit sur son territoire. D'accord. Ok. Donc voilà. C'est valable uniquement pour la France. Mais dans le cas, pour éviter le droit de succession, si
futur défunt vend son bien avant à son enfant ou à ses enfants, est-ce qu'il évite les droits de succession? Alors, il ne vendra pas, il donnera. Donc c'est une donation. Il ne va pas lui vendre, non, parce qu'il ne va pas percevoir de l'argent. Donc ce sera une donation. Et justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien de s'y prendre avant son décès. Vous savez, c'est des sujets un peu tabous. Vos enfants, en fait, ne vous diront jamais papa, viens, on fait une donation chez le notaire. Par contre, vous pouvez dire, là, ce ne sera pas tabou dans le sens inverse. Vous pouvez dire à vos enfants, venez, on va chez le notaire et on va penser à la donation. Dans ce sens, ce n'est pas tabou. Dans l'autre sens, c'est presque impossible de dire à ses parents, allons chez le notaire parce qu'un jour, vous allez décéder et il y aura ses conséquences. C'est pas possible. Bancal, mais les droits de succession, dans ce cas-là, ne sont pas oui, vous pouvez vous en sortir et dans la plupart des cas, on s'en sort en payant 0 droit de succession. D'accord. Petite question du chat. Est-ce que les enfants peuvent se concerter pour attribuer le bien à un seul enfant ou le partage est obligatoire? Alors en France, vous n'avez pas le droit de déshériter un enfant. D'accord ? Peu importe ce qui se passe entre vous, vous n'avez pas le droit de déshériter un enfant. Mais pour la succession, pour le calcul, c'est un peu différent des autres pays. Admettons, vous avez 2 enfants. Votre patrimoine, donc votre héritage, sera divisé pas en 2 personnes, mais en 3 personnes. La troisième, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On va voir plus tard c'est qui. Donc le premier aura 33%, le deuxième aura 33%, garçon ou fille, il n'y a aucune différence. La troisième part, c'est ce qu'on appelle la part préciputaire. La part préciputaire, vous la donnez à qui vous voulez. Ça peut être partagé entre les 2 enfants. En général, c'est ce qui se passe, comme ça, ils ont 50-50. Vous pouvez privilégier un enfant sur l'autre, ou vous pouvez le donner à un ami, un voisin, une association ou autre. Ça se fait sous le testament? C'est le principe du testament? Alors qu'il y ait un testament ou pas, donc à votre... même le notaire, il le fera. Donc il y a toujours cette part préciputaire. Donc je reprends un autre exemple pour que ça soit clair. Si vous avez 4 enfants, votre héritage sera divisé en 5. D'accord. Donc les 4 enfants auront 20%, et les 20% restants, il y a plusieurs options. Soit vous le partagez entre tous les enfants équitablement, soit vous donnez la préférence à un enfant parmi les autres. Donc un enfant peut avoir 40% et les autres 20-20-20. Ou soit vous le donnez à qui vous voulez. D'accord. C'est ce qu'on appelle la part préciputaire. Mais ce n'est pas au niveau des enfants que ça se décide de toute façon. C'est vraiment, parce que par rapport au sens de la question, ce n'est pas au niveau des enfants qui vont se concerter et qui vont dire oui, non, c'est le parent qui décide. C'est le parent qui décide. Donc lors de son vivant, cette part préciputaire, il peut l'attribuer à quelqu'un d'autre. Par contre, s'il décède, cette part préciputaire, par défaut, elle ira aux enfants équitablement, vu qu'il n'a pas fait le choix de... Il n'a pas déterminé à l'avance. Exactement. D'accord. Alors attention, la SCI, donc il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Donc il faut savoir qu'il y a une responsabilité indéfinie des associés. Donc voilà, c'est comme si... Il ne faut pas croire que vous avez une société qui s'est glissée entre vous et votre patrimoine, donc vous êtes protégé. Parce que vous savez qu'en France, on est protégé quand on fait une société. Il y a la responsabilité limitée, mais pour une SCI, ça ne marche pas. Donc si quelqu'un prend un emprunt ou autre, il devra le rembourser. Ensuite, les formalités de création sont longues et complexes. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un comptable et puis il faut le payer pour les bilans de fin d'année, tout ça. Donc il ne faut pas créer d'ACI si vous avez 1 ou 2 biens. À partir du 3e, je vous incite à le faire. Puis là, vous n'aurez pas de mal à payer ces honoraires. Il y a des obligations administratives qui sont nombreuses. Et enfin, la présence de 2 associés est obligatoire. Vous ne pouvez pas créer une SCI seule, il faut obligatoirement être avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément votre épouse. On peut créer une SCI à 3, par exemple, si un jour... Mais ce serait quoi l'intérêt? Admettons, vous avez 33 000, il a 33 000, j'ai 33 000. Il y a un bien qui nous plaît à 100 000, on s'associe à 3 pour l'acheter. Ah ok, dans ce sens-là. Ouais. Si c'est loué à 900 €, on aura 300 € chacun. Donc, pas forcément entre personnes mariées, ça peut être entre amis aussi. D'accord. Voilà. Jazakumullah Sana Jaza Bilal Saeb pour cette présentation, c'était très clair et ça, je pense que ça a pu donner pas mal d'informations. En tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui. Saïd Saeb, je pense aussi. Oui, bien sûr. Et donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un peu plus d'informations encore sur ce sujet. On pourra bien sûr le réitérer et faire revenir notre cher frère pour en parler. Donc assalamu alaikum à tous. Merci encore pour avoir suivi cette émission. Bonne fin de Ramadan
encore pour vous et bonne fête. Eid Moubarak. Eid Moubarak pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci à tous les frères et tous les invités qui étaient là aujourd'hui. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.